On va démarrer tout de suite. Déjà, bonjour à tous. Merci beaucoup. Comme vous le savez tous, l'événement était prévenu jeudi dernier. Et petit cas spécifique, comme vous avez dû être tous très occupés, on a décidé de décaler ce webinaire à aujourd'hui. L'idée étant de laisser tout le monde gérer un peu les urgences. Et on est très content aujourd'hui que vous ayez pu trouver un créneau de 45 minutes dans vos agendas perso. Je précise qu'à 12h15 pétante, tout sera éteint. L'idée est de respecter vraiment ce timing. On est sur un format discussion. Et je vais d'abord commencer par représenter Avisio, même si au vu du chat, beaucoup nous connaissent. C'est important de remettre un peu de contexte. Avisio, c'est une solution de recrutement propulsée par réseau. Concrètement, on va solliciter à la demande un réseau de 300 top managers qui arrivent principalement de l'écosystème startup et scale-up tech, même si on a pas mal ouvert les chakras, notamment en région, et qu'on a parmi les experts aujourd'hui des experts qui arrivent aussi du réseau très corpo, plus quelques belles pépites des Oracle, des Salesforce ou autres. En tout cas, on a un réseau de cooptation que j'anime au quotidien. Et on sollicite ce réseau pour faire de l'assessment, donc du peer-to-peer, concrètement solliciter un expert métier d'une entreprise A pour qu'il vienne évaluer le talent d'une entreprise B. Et le réseau d'experts nous déniche également des pépites hors marché qui permettent de rendre des clients très heureux et de créer des beaux moments de partage. Et dans ce cadre-là, avec tous ces 300... Alors, en fait, on a plus que 350. D'ailleurs, on va bientôt passer le cap des 400. On anime aussi des webinars. Certains de vous, d'ailleurs, j'ai vu, ont assisté déjà à ce juillet. On avait notamment organisé un événement avec Jessica Jeziri, qui est aujourd'hui DRH d'Ornicar, et Virgile Ringard, mais également un événement sur le gros. Donc, n'hésitez pas à suivre l'actu. Et en tout cas, sur ces formats, la règle, c'est de créer le plus possible, bien sûr, avec la barrière de la distance, une discussion. C'est pour ça que j'hésiterai pas à vous solliciter. Vous verrez, là, aujourd'hui, on est dans le chat. C'était pour commencer. Mais je vais être très picky. Si vous arrivez à écrire vos questions dans la partie questions, ça a tout son sens parce qu'on va pratiquer un système d'upvote dans lequel vous allez voter pour les questions qui vous paraissent le plus pertinentes. Avec Florie et Yann, on essaiera de répondre aux questions au fur et à mesure et on dédiera également 10 minutes tout à la fin pour creuser les dernières questions. Comme je leur disais, 12h15, pétante, tout s'arrête. Donc, pour commencer dès à présent, peut-être un retour sur pourquoi est-ce qu'on a pris cette thématique. Sans grande surprise, vous savez que ça a été une période très compliquée. On y reviendra d'ailleurs assez rapidement sur les grands enjeux de 2020. Mais surtout, aujourd'hui, on veut regarder vers l'avenir et on veut réfléchir à la fois à des best practices, mais aussi quels sont les enjeux pour 2021 sur les sujets RH. On va parler de l'engagement, on va parler de la culture et on parlera également de la diversité et l'inclusion qui, en tout cas à nos yeux, semblent être des sujets forts. Et donc, on est très ouvert à l'échange de best practices également dans l'onglet questions. Donc, n'hésitez pas, comme dans une conversation normale, comme si vous étiez invité dans notre salon, à venir poser vos questions au fur et à mesure. Voilà, vous savez tout. Et on va du coup, dans ce cadre-là, je suis ravie d'accueillir Florie et Yann. Et je vous propose tout de suite de vous présenter en une ou deux phrases pour l'ensemble des 50 participants. Merci beaucoup. Merci Edith. Allez, je me lance. Donc pour ceux qui me connaissent pas, donc je suis DRH de Meilleurs Agents. Voilà, ça fait 2 ans et demi que je suis chez Emma, donc chez Meilleurs Agents, et auparavant je travaillais chez Frishti, donc que j'ai connu du coup plutôt à l'époque vraiment early stage. J'y suis restée 2 ans, donc j'ai connu la grosse phase de croissance de Frishti. Et puis avant ça, j'étais plutôt dans des boîtes plus traditionnelles, rien à voir, plutôt dans le luxe. Donc voilà pour mon parcours. Top, merci Florine. Ouais. Bonjour à tous encore une fois. Donc moi c'est Yann, je suis responsable recrutement chez Miro, donc une entreprise qui a connu une belle croissance. C'est ce que je venais rechercher à la base. Ça fait 3 ans que j'y suis demain, que je suis chez Miro et là-bas donc je m'occupe du recrutement, mais également d'autres aspects comme gérer la marque employeur, et depuis peu je travaille sur des sujets de culture et d'engagement qui sont dans l'air du temps. Voilà. Trop top, merci beaucoup. Et sans plus attendre, je vous laisse poser du coup vos différentes questions à vous, le public. Quant à Florie et Yann,
On a parlé en préparant cet event de regarder vers l'avenir. Donc, sans trop s'attarder sur 2020, peut-être juste en 2 mots, nous redire un peu quelles ont été vos galères de 2020 et comment vous avez réussi à handle it à votre manière. Sujet Je peux y aller, bah, je peux y aller à la limite. C'est vrai que 2020, ça a été une année vraiment très, très particulière. Je pense qu'on a tous connu à différentes échelles un peu les mêmes types de problèmes. On ne s'attendait pas à ce que quelque chose comme ça en fait nous tombe dessus. Donc tous les embêtements possibles liés voilà, au télétravail, au garder le lien avec les équipes, sans même parler en fait de l'impact que ça peut avoir sur le business. Tout ça, effectivement, ça a été accéléré puissance 10, donc il faut pouvoir répondre aux collaborateurs, il faut pouvoir montrer qu'on est présent, mais en même temps en faisant des choses qui ont du sens et en naviguant à vue en plus. Donc c'est une année vraiment très très challenging et en plus on n'en est pas sorti, donc mais c'est intéressant de voir tout ça et puis de pouvoir voir comment on répond à ça en temps réel. Euh, et, mais année un peu compliquée. Ouais. Oui, bien sûr. J'imagine que Florie, tu partages un peu le même ressenti. Oui, complètement. Donc, en gros, effectivement, très challenging, évidemment. En fait, côté RH, on est sorti du bois, en quelque sorte. Je pense que c'était une année exceptionnelle pour nous. Alors, à la fois, évidemment, très, très stressante, mais à la fois, je pense que le condensé d'apprentissage était hyper intéressant. Je ne sais pas si tout le monde l'a ressenti comme ça. En fait, selon le stress ressenti, on met le curseur plus ou moins à droite ou à gauche, mais c'est vrai que voilà, on a tout fait. On a fait comme de quiz, on a fait psy, formateur, coach de manager à distance. On a été acheteur dans le médical. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a été antenne de l'ARS, de la CPM. Voilà, on a eu des compétences hyper variées et effectivement, accompagner cette crise, ça nous a aussi permis, je trouve, de remettre les ressources humaines plus au centre de la stratégie de la boîte, en fait. Et effectivement, comme tu disais, Yann, si on pensait qu'on allait se reposer, finalement, on avait mal prévu notre coup. C'est clair que ça n'avait pas l'air d'être une année de tout repos. Et j'aime bien ton expression sortir du bois. On a fait d'ailleurs en juillet un event sur le people management et le but c'était effectivement d'analyser le nouveau lien entre le CEO et le DRH qui clairement était autrefois quand même plus opérationnel, avec une vision peut-être moins stratège que ça l'est maintenant. Donc c'est chouette que tu remettes l'accent aussi dessus. Il y a il y a Jessica qui pose du coup. Alors on va démarrer les questions en live. Donc la question, c'est la question de la cohésion à distance. Est-ce que vous avez eu des bonnes pratiques pendant cette période à partager pour gérer la cohésion des équipes? Alors, c'est qui veut se lance? Ok, nous, on a fait pas mal de choses. En fait, alors, c'est vrai que c'est un sujet hyper central et on n'a pas du tout résolu la question. Je ne peux pas dire aujourd'hui, on a trouvé toutes les bonnes solutions pour créer de la cohésion. Donc, clairement, je pense que le chemin est long parce que, en ce qui concerne Meilleurs Agents, on était une boîte qui fonctionnait quand même très, très peu en télétravail. Franchement, sur 300 salariés, on en avait quelques-uns qui faisaient du télétravail, mais très peu. Et en fait, on avait l'habitude de faire beaucoup d'events et de faire en sorte que les gens se croisent, se rencontrent. On faisait des lunchs, des random lunch, par exemple. On faisait plein d'apéros, enfin voilà, plein d'événements. Donc, comment on remplace ça? En fait, on a tenté pas mal de choses. Déjà, on crée des petits events. Enfin, par exemple, mais on a fait des rendez-vous de quiz. Les gens adorent ça. Ils apprennent à se connaître à ce moment-là. On a fait aussi des random coffee virtuels. Alors ça, typiquement, on a un peu tâté et pour l'instant, ça n'a pas super bien pris et marché. Mais je pense que justement, c'est peut-être un peu trop poussé de demander aux gens de se connecter et de tomber face à face avec des gens. Il n'y a pas le côté justement relationnel qu'on a en face-to-face.
Donc, la visio peut créer un peu de distance. Et du coup, faire se rencontrer des gens qui ne se connaissent pas comme ça, c'est peut-être un peu trop pushy. Donc, on continue de réfléchir à plein justement d'initiatives qui permettent de faire ça. Pour justement créer de la cohésion à distance. Alors ça, c'est pour que les gens qui sont dans des équipes différentes apprennent à se connaître. En revanche, au sein d'une même équipe ou d'un même pôle, clairement, déjà, on bosse beaucoup avec les managers pour adapter déjà l'onboarding à distance, parce que ça a été très compliqué pour ceux qui ont rejoint une nouvelle entreprise pendant cette période. Du coup, clairement, on a renforcé nos onboarding avec beaucoup de rendez-vous, de meetings, de touch points différents pour faire en sorte que le nouveau soit moins seul. Et puis après, chaque équipe organise ses propres apéros virtuels avec des jeux en ligne. Voilà, c'est les idées qu'on a eues jusque-là. Et moi, je suis assez preneuse aussi de bonnes pratiques si vous en avez à partager. Ben oui, alors appel à tous ceux qui nous regardent. N'hésitez pas, du coup, dans l'onglet questions, même si c'est pas une question, à partager votre best practice pour compléter les propos de Florie et Yann. Yann, peut-être la même question, mais qui ressemble, alors c'est celle de Sébastien. Et lui, le focus par rapport à l'intégration des nouveaux dans cette période. Alors, on se doute que c'est un sujet un peu chaud. Il nous a parlé comment on gère sur les personnes qui sont en poste. Est-ce que toi, tu peux éclairer la partie sur les nouveaux? Ouais, c'est très particulier parce que effectivement, arriver dans cette période-là, ça peut être compliqué, même si effectivement on continue, on s'est pas arrêté de recruter pendant cette période. Ce qui a été pas mal et qui nous a permis aussi de pouvoir apporter du contenu et puis former vraiment donc surtout sur le début les nouveaux, ça a été d'investir sur des nouveaux outils collaboratifs, un petit peu qui sont un peu des banques de données en interne. On travaille par exemple avec 360 Learning depuis le début de l'année. Ça, c'est vrai que c'est un outil qui, en plus, qui se nourrit de tout ce de tout ce qu'on a mis en place en fait en interne, du travail de toutes les équipes. Et ça permet d'accompagner en fait les nouveaux sur en plus il est très modulable cet outil-là par exemple accompagner sur tout ce qu'ils doivent savoir en fait au départ et un peu pallier au manque de présentiel. Après, c'est vrai qu'on incite vraiment au maximum donc les managers et puis les équipes, même de manière générale, à échanger avec les nouveaux. Quand le présentiel en fait n'est pas possible, il y a de l'envoi de tout ce qui peut être de goodies et également donc de pouvoir participer à des réunions. On a des petites réunions régulières qui soient sur des formats all staff ou alors des formats d'équipe. Ça, c'est pas révolutionnaire, mais l'idée, c'est d'être vraiment au plus près, en fait, des personnes qui arrivent et surtout de rassurer, quoi. Je pense que tout le monde a conscience que on est dans une période particulière qu'on n'a pas choisie, mais ce qu'on essaye de faire, et les recruteurs ont un gros rôle aussi là-dessus en continuant à être en contact avec les personnes qu'ils ont recrutées, c'est de rester au plus près et puis d'inciter aussi les nouveaux entrants à poser toutes les questions qu'ils peuvent avoir, même les plus random possibles pour eux, quoi. Parce qu'on n'ose pas forcément en fait dans une période d'entrée et c'est quelque chose qu'on fait qu'on incite beaucoup à faire. Voilà. Bien sûr. Et toujours sur ce sujet recrutement, si on écarte un peu du coup 2020, quand on se positionne sur 2021, avec, alors c'est clairement à tâtons pour un peu tout le monde, pour autant il y a clairement des tendances qui semblent se dessiner, des recrutements plus stratégiques, moins de budget, des contraintes plus fortes, la gestion du process recrutement à distance, ou du moins en grande partie, et aussi les deux sujets forts que sont la culture et l'inclusion. Est-ce qu'on peut peut-être faire un premier focus sur la partie recrutement en tant que tel? Comment vous appréhendez 2021? Est-ce qu'il y a des enjeux? Quels sont les enjeux, pardon? Et comment au quotidien vous gérez cette période d'incertitude? Wow!
Merci. Je peux y aller si vous voulez. Par rapport à ça, en fait, ce qu'on constate, mais ça a été tout du long de l'aventure, les profils qu'on recrute maintenant sont pas forcément les mêmes. Déjà, il y a beaucoup plus de profils un peu plus seniors en termes d'expérience, ce qui est bien sur une boîte qui, à la base, en fait, est relativement jeune. En fait, comme beaucoup de la plupart des startups au départ d'une aventure. Donc ça apporte, on va dire, un autre recul au sein des équipes, au-delà des compétences pures. Mais surtout, là, l'idée, ça a été encore plus, c'est Deep Talent travaille beaucoup. On travaille beaucoup à la rédaction des fiches de poste, mais également à rentrer un petit peu dans l'organisation de comment les personnes qu'on prévoit de recruter vont s'insérer en fait dans les équipes. C'est de regarder comment est-ce que les personnes et les compétences les plus adaptables aussi possibles. Parce que typiquement, là, voilà, on est dans un contexte qui est particulier. Et au-delà de la technique en fait qu'on attend en fait des collaborateurs qui nous rejoignent, on attend aussi une certaine adaptabilité à leurs fonctions. Et ça, les managers, on va dire, sont souvent en fait, en tout cas chez nous, traditionnellement assez à regarder en fait leurs besoins en fait immédiats, mais on les emmène un petit peu à réfléchir au-delà de ça et à voir comment la personne en fait comment projeter la personne sur un long terme et en plus dans une période un peu incertaine là-dessus. Donc je dirais des profils qui sont un peu plus seniors, un peu plus stratégiques, mais aussi un peu plus adaptables et un peu plus il y a un mouton à six pattes, si je peux dire, pour pour euh, pour mieux s'adapter et faire face à certains changements de cap qui peuvent arriver. Floride, tu partages aussi. Toi, vous avez aussi une actu récente. Tu nous en dis un petit peu plus? Oui, alors en fait, moi je partage tout à fait ce que tu dis, Yann. En fait, je pense que pour le formuler différemment, en fait, il y a une dominante, comment dire, il y a une composante confiance, réassurance qui est beaucoup moins forte habituellement et qui là devient absolument essentielle dans les recrutements qu'on mène. Donc je m'explique, en fait, les candidats sont un peu frileux en fait en ce moment évidemment. Tout le monde quand même regarde la crise de sa petite lorgnette et en fait on n'a ou pas la chance que la tartine tombe du bon ou du mauvais côté. Donc typiquement nous meilleurs agents on a de la chance parce que notre business il est Covid compatible et on mesure la chance qu'on a parce que voilà il suffit d'être dans le tourisme ou l'événementiel et c'est moins marrant. Donc voilà, donc nous, en fait, on a des grosses ambitions l'année prochaine et du coup, on a quand même un plan de recrutement qui est hyper costaud et on remarque que finalement, les candidats qu'on contacte, qu'on approche, soit sont en poste et du coup ont un peu peur de quitter leur business s'ils ont la chance d'être dans un business qui se porte relativement bien et qui est sain. Donc, du coup, comment est-ce qu'on les accompagne dans leur donner pas mal de billes, les rassurer donc, je trouve que dans les process de recrutement, ce qu'on observe, et c'est très récent, il y a vraiment ce temps d'apprendre à se connaître et à apprendre à donner aussi beaucoup confiance. On est moins dans vendre de l'ambition, du sens, enfin, toujours autant, mais il y a ce côté, on va bien, on a l'air insolide. Le côté rassurant, peut-être? Ouais, qui devient important. Donc voilà, donc ça c'est la première, je pense, observation côté recrutement. Après, évidemment, c'est une balance. Donc il y a aussi pas mal de candidats qui rejoignent un marché du travail qu'ils n'auraient peut-être pas rejoint auparavant, sous-entendu. Effectivement, comme il y a des business qui ne se portent pas très bien, certains candidats aussi sont plus ouverts qu'ils ne l'auraient été. Donc, c'est aussi une opportunité. Mais de manière générale, je pense que le marché du recrutement est hyper challengé en ce moment. Clairement secoué. Quand on a préparé aussi cet événement, on a parlé de l'aspect remote dont il faudra tenir compte en 2021.
Alors, on ne sait pas si on sera peut-être dans un monde post-Covid. En tout cas, il y a 2 semaines, on en a parlé, on était un peu dans cet entre-deux. On a parlé du recrutement. Sur ce sujet de recrutement, ça veut dire qu'il faut aussi embaucher des gens plus autonomes, plus capables de se gérer dans le long terme. Tu as utilisé des mots forts, Yann, comme adaptable. Est-ce que parmi vous, il y a quelques bonnes idées qui émergent à la fois dans le chat et dans questions. Est-ce que vous avez des best practices? Il y a par exemple Jessica qui dit que pour accueillir les nouveaux, ils utilisent Loom et chaque nouveau doit faire une vidéo de présentation. On a également un conseil de Younes, qui est également expert, qui propose, par exemple, le Social Bar, qui est apparemment un bar parisien qui fait de super team building en remote avec des entreprises, qui ont très bons retours. Super moment entre collègues. Et il nous met carrément le contact de Renaud. Est-ce que vous pensez à des choses que vous auriez soit testées et qui n'ont pas marché, soit à l'inverse à des choses où vous dites il faut absolument qu'aujourd'hui tous les participants de ce webinaire sachent. Là-dessus, on a été assez, euh, on a essayé d'exploiter au maximum les outils qu'on avait. Forcément, on a pas mal de channels sur Slack. Il y en a beaucoup qui doivent l'utiliser. Ou là-dessus, l'idée c'est de pouvoir créer du lien entre des personnes qui se voient pas forcément. C'est que nous, par exemple, on a le cas là prochainement où on va accueillir quelqu'un dans notre équipe RH. Et c'est une personne qu'on a vue, qu'on a pu croiser avant le confinement, mais qui aura pas le même onboarding que les autres. Tout le monde va se dégager, on va dire, du temps pour pouvoir lui parler et pour pouvoir justement donc faire des visios avec lui et surtout pour pouvoir aussi l'intégrer au niveau de la boîte. Et ça, on a des petites justement donc des petits formats de présentation aussi qu'on utilise, des newsletters mais qui sont globales, pas uniquement pour la France, mais c'est aussi pour nos autres pays parce qu'on a des collaborateurs dans plusieurs autres pays pour savoir un petit peu qui arrive. Forcément, justement, donc là, on n'est pas sur les mêmes volumes qu'on a pu connaître il y a quelques mois, mais des présentations et qui permettent aussi aux gens de se décrire. Donc c'est ce qu'on utilise donc là actuellement au-delà de pouvoir mettre les gens en contact et puis de pas mal échanger sur des chaînes sur des chaînes en temps réel. En fait, on touche clairement à un sujet plus vaste qui est la question de l'engagement et aussi la culture de la boîte derrière. Je sais, quand on a préparé aussi cette Experience Eye, pardon, en fait, un des points sensibles au-delà du recrutement, c'est l'engagement des collaborateurs. Et pour engager fortement, il n'y a rien de mieux qu'une culture hyper définie. Est-ce qu'on peut faire du coup un petit zoom sur la culture et est-ce que vous pouvez chacun nous dire comment vous abordez la thématique, notamment chez Meilleurs Agents, Florian? Oui, alors du coup, nous, je dis souvent que la culture, c'est vrai que c'est l'outil de travail numéro un côté RH. Donc, c'est vrai que ça se diffuse dans l'ensemble des process qu'on a. Donc, je pense que ce soit de la manière dont on parle de nous en extérieur, en externe, je veux dire, donc la com RH, que ce soit le recrutement, l'onboarding, la formation, l'accompagnement des managers. En fait, il faut être hyper cohérent. Et voilà, donc moi, la première observation, c'est de dire, dès lors qu'on observe une espèce d'incohérence ou un paradoxe dans les différents process RH qu'on a, et s'ils ne sont pas représentatifs de la culture, il faut se challenger et je pense les revoir. Donc après, la question, c'est de dire, comment en ce moment on adapte notre culture d'entreprise Oui, pardon, ma question était à l'embouchure, mais c'est ça. Tu l'as très bien résumé. Alors ça, très franchement, nous, on se challenge beaucoup sur le sujet. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, on était une entreprise où on était quand même très, très fortement en présentiel. Donc déjà, sur la partie cohésion et faire travailler les gens ensemble, il y a clairement du boulot. Après, on a je pense,
selon les entreprises, des méthodes qui permettent de faire travailler les gens ensemble et du coup qui aident à faire vivre notre culture. Donc, concrètement, nous, par exemple, on travaille avec la méthode OKR. Du coup, ça mixe plusieurs équipes. Donc, typiquement, les OKR, on va faire des ateliers de récolte d'initiatives. Donc, toute la boîte va participer aux réflexions, aux initiatives pour des objectifs d'entreprise. Donc, on en a défini 4 différents. Et donc, ça, typiquement, je pense que ça participe énormément de la culture, à la fois sur la partie où on va réfléchir ensemble à la stratégie et à la fois sur la partie où on va prendre en compte les préoccupations, les objectifs des uns des autres. Donc, une vision globale. Comment ? Une vision globale, en fait. Tu tiens compte de ça à une échelle plus large, en fait. Voilà, exactement. Et après, du coup, tu l'as mentionné tout à l'heure, et du coup, pour aller un petit peu sur ce sujet, on a un énorme défi aujourd'hui qui est justement comment on s'adapte dans un monde hyper remote friendly. Là, on a lancé une grosse réflexion sur le télétravail et le full remote chez Meilleurs Agents. Donc, justement, jusqu'où on met le curseur. Donc là-dessus, typiquement, le premier truc qu'on a fait, c'est demander l'avis les retours des collaborateurs et leurs souhaits. Et aujourd'hui, finalement, on observe que déjà, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'en fait, personne ne se voit retourner 5 jours par semaine dans les bureaux. Donc, tout le monde dit j'aimerais au moins avoir un jour de télétravail. Donc, les gens apprécient quand même, dans la très grande globalité, ils apprécient télétravailler au moins un petit peu. Et après, justement, le curseur, c'était entre 1 et 4 jours. Donc, après, selon les équipes et selon les métiers, la demande est plus ou moins forte. Et je pense qu'il faut permettre cette flexibilité aussi, justement, entre les fonctions. Nous, typiquement, on a des commerciaux qui, jusque-là, étaient ce qu'on appelle des commerciaux sédentaires. Donc, en gros, ils sont au téléphone. Il y a vraiment une grosse émulation d'équipe. On va typiquement, en télétravail, malheureusement, il manque ce côté émulation d'équipe, la cloche qui sonne, etc. Donc voilà, alors que côté tech, c'est vrai qu'ils ont des jobs où ils sont davantage focus devant leur ordinateur et à l'inverse, ont besoin d'énormément de concentration. Donc, c'est, on va dire, pour schématiser, évidemment plus compatible avec le télétravail de base. Et donc, comment, justement, avec des fonctions diverses qui ont des besoins variés, on arrive à créer une politique commune de remote. Bon, et après, nous, il y a quand même la question du full remote, la question de ceux qui pourraient vouloir s'installer en province, par exemple. Jusque-là, nous, on n'était pas du tout ouverts au full remote. Et donc là, on se penche très sérieusement sur la question. Du coup, moi, j'ai beaucoup de questions justement sur le sujet. Et donc, si parmi les participants à ce webinaire, certains sont intéressés pour aller un petit peu plus loin là-dessus, moi, je serais preneuse. Petit message. Ah. Mince, je n'entends plus. Ouais. Pardon, je m'étais mis en mute. On avait dit que ça arriverait, ça y est, c'est maintenant. Je disais, pour rebondir sur ce point culture, peut-être une question pour toi, Yann. C'est la question d'Ulysse qui dit, auriez-vous un exemple de process ou de standard que vous avez voulu intégrer dans la culture, mais où ça n'a pas fonctionné? Donc, on cherche un fail. Et bien sûr, pourquoi et comment? Un fail, c'est déjà en fait qu'on a pu avoir, ça va être dans la définition des anciennes valeurs qu'on a pu véhiculer. C'est vrai qu'à la base, on va dire que la culture et puis les valeurs d'une entreprise, d'une boîte comme Miro, elles se définissent un petit peu d'elles-mêmes. Les collaborateurs à la base, tout le monde est jeune, il y a une certaine émulation, en plus une grosse croissance, on va dire, une hyper croissance, on va dire, qui faisait que les gens n'avaient même pas forcément besoin en fait de se poser la question du sens qu'ils avaient à leur travail. Alors ce qu'on constate à travers le temps, c'est que notre promesse employeur, elle change. Il faut pouvoir se repencher là-dessus. Et à un certain moment, en voulant aller vite, c'est vrai que ce process-là, il a été redescendu.
et on a envie d'être un peu plus inclusif à ce niveau-là. D'ailleurs, on est en train de travailler, c'est un sujet donc là actuellement de la redéfinition des valeurs, mais ça se fait sous forme de survey et tout le monde en fait est vraiment incité à pouvoir donc participer à ce process de redéfinition là et savoir donc actuellement aujourd'hui donc qui on est, où est-ce que là on a envie d'aller et qu'est-ce qui, je pense que l'une des questions aussi sous-jacentes c'est qu'est-ce qui fait que pour certains ça fait avec plus de 2 ans, 3 ans que vous êtes ici et que vous prenez toujours autant de plaisir en fait à venir bosser. Donc ça, c'est une question à laquelle on essaye de répondre avec les gens. Et c'est vrai qu'en voulant aller vite par le passé, en redescendant ce process-là, il était vécu d'une certaine manière, donc des gens qu'on voit être épanouis, mais pas totalement intégrés d'un point de vue de la communication. Et ça, c'est un message qui est hyper important et que c'est hyper important pour nous de pouvoir inclure toute la boîte au maximum. Oui, clairement. On est en train de perdre Florie, mais qui va revenir tout de suite. Des joies, encore une fois, du direct. Mais clairement, sur les sujets de culture, je suis en train de proposer, pour info, jeter un coup d'œil dans le sondage. Je propose d'organiser un échange best practice plus détaillé sur vraiment le focus culture, ce qui nous laissera, donc n'hésitez pas à voter. C'est aussi l'occasion, en fait, on en a pas mal parlé, il y a une frontière hyper perméable entre les sujets de culture, les sujets d'inclusion, de diversité, finalement, tout est assez lié. On avait fait notre petit homework et on a trouvé une citation qu'on aimait bien. Je vous la partage et le but, c'est évidemment de vous provoquer un peu tous. C'est que la diversité, c'est un sujet de recrutement, tandis que l'inclusion est un sujet de management, de RH et de culture. Je vous la relis lentement. La diversité est un sujet de recrutement, tandis que l'inclusion est un sujet de management, de RH et de culture. Donc, on voit bien que c'est pas la frontière, elle est pas si étanche que ça. Comment on aborde l'inclusion pour l'inclure dans sa culture? Vous avez 4 heures. Non, c'est pas je me lance. Nous, c'est un gros sujet chez Meilleurs Agents. En fait, c'est marrant parce que justement, enfin, comment dire, on a deux populations assez distinctes. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, mais effectivement, on a des commerciaux, pour le coup, qui ont des backgrounds hyper diversifiés. Peu d'entre eux, d'ailleurs, ont fait des écoles ou ont même des diplômes ou viennent de l'immobilier. Ils ont vraiment des backgrounds hyper divers. Côté tech, en revanche, c'est un peu plus le même type de profil parce que ils viennent du même moule, grosso modo. Donc voilà, donc justement, nous, on a un énorme enjeu sur le recrutement côté tech pour amener beaucoup plus de diversité, pour faire écho à la phrase que tu citais, du coup, Edith. Et à l'inverse, du coup, effectivement, c'est des gens qui travaillent hyper bien entre eux, côté tech, parce que ils ont les mêmes codes. Donc grosso modo, c'est assez facile. En revanche, côté commerciaux, pour schématiser évidemment dans les grandes lignes, on a, nous, ce travail justement de favoriser l'inclusion et faire en sorte que le melting pot prenne. Et donc ça a toujours été historiquement dans nos préoccupations. Et aujourd'hui, on se dit que voilà, c'est un sujet. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui est à la mode, mais en fait, tant mieux. Enfin, on s'en est parlé là quand on a fait un petit point de préparation et on se disait voilà, est-ce que c'est pas le sujet un peu voilà avec un côté un peu oui, il faut travailler là-dessus. Donc voilà, nous en fait, ça fait un moment que c'est dans les plans. Et là, on a enfin le budget pour travailler sur le sujet. Donc typiquement, on se fait accompagner par des experts en fait sur ces points-là. Et on va faire justement des mix entre des conférences, des formations pour essayer de remettre le sujet au cœur de l'entreprise et que tout le monde se pose les bonnes questions. Et on se dit qu'en fait, avoir un tiers, c'est aussi intéressant pour que
ce soit pas un sujet justement RH qui dit faut pas faire ci, faut pas faire ça, et que ce soit au contraire voilà, discuter de manière hyper neutre dans la boîte et que chacun se sente libre aussi d'en parler. Et puis aussi que ce soit porté vraiment par la direction de l'entreprise comme un sujet voilà, hyper stratégique. Comme en fait on a des gros enjeux de recrutement et de rétention, voilà, on dit que c'est vraiment le moment de travailler là-dessus. Donc nous, on en fait l'année 2021, on le met au cœur de notre stratégie. Donc, ça veut dire que c'est un vrai enjeu stratégique et on est loin de inclusion and diversity washing où finalement on le fait pour la mode. Je sais que quand on a préparé l'événement, il y a eu pas mal de retours aussi de futurs participants qui nous disaient ah trop cool, parce que moi j'ai l'impression qu'il faut le faire, mais comment on le fait? Et je pense qu'il y a personne, enfin sauf si je me trompe, il y a plein de best practices, mais il n'y a pas encore une ligne à tenir. Inclusion, c'est beaucoup de sujets. C'est on en a parlé, c'est le genre, c'est les profils aussi, la diversité des profils, école, pas école. C'est des profils parfois qui sont réorientés. Ça, on en parlera aussi rapidement. Et bien sûr, il y a tout ce qui est l'idée de profil atypique. Est-ce que vous avez des exemples de profils justement atypiques qui ont trouvé leur place et qui se sentent bien dans les équipes? Chez nous, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Il y a des équipes, on va dire que. Désolée, tu as vraiment raison. Je ne dois pas utiliser le terme atypique. D'ailleurs, on s'était dit des profils non linéaires. Est-ce que c'est mieux? Ouais. Donc on a des profils non linéaires. Chez nous, il y en a un certain nombre. Surtout en fait, ce qu'on disait, c'est que je pense qu'on a un peu les mêmes types de métiers. On va dire chez nous pour certains à la tech par exemple, il y a différentes familles de métiers qui sont assez classiques entre du produit, vraiment des développeurs, de la data, etc., etc. Et puis on a une partie R&D aussi notamment, et en créant des ponts en fait entre certaines équipes, ça a permis de pouvoir faire évoluer des gens et qui ont des postes, on va dire, qui n'existent pas, même forcément sur le marché, qui sont très très propres, on va dire, à Miro, mais qui pour le coup nous permettent ont permis vraiment de donner une autre dimension, à dire, au profil que au parcours, on va dire, et à l'utilité en fait que c'est les personnes qu'on a pu faire évoluer. Donc on avait en fait à la base. Je considère que ça en fait c'est ce qui a permis en fait de faire ça, c'est que il y a une grosse partie du travail qui a été faite aussi en parlant, on va dire, aux managers. Forcément, c'est pas le cas de tous. Il y en a certains qui sont plus ou moins, on va dire, sensibles au recrutement, sur ces aspects-là, mais beaucoup vont chercher en fait à répondre en fait à leurs besoins. Et ce qui est normal parce qu'ils ont des objectifs et qu'ils ils doivent y répondre. Mais on a pas mal passé pas mal de temps en fait à pouvoir leur faire comprendre, leur faire poser la question qu'est-ce que tu as de quoi tu as besoin donc exactement. Et ça, en fait, en partant de ça et puis en pouvant en changeant les process donc de recrutement, ça a permis d'élargir, on va dire, à certains profils dont on voit aujourd'hui qui sont vraiment des éléments moteurs dans leurs équipes et qui viennent pas forcément pour l'IT de Epitech, Epita, de toutes ces 42, de toutes ces formations-là, mais qui ont pu avoir. On a un profil en reconversion qui était consultant, je sais plus quoi, mais qui là pour le coup aujourd'hui il encadre deux équipes qui sont complètement différentes de développeurs parce que à la base en fait ce qu'il sait faire c'est de la gestion de projet et qu'il a pu l'appliquer on va dire donc à son métier aujourd'hui. Donc c'est un peu cet exercice-là qu'on essaye de faire et là pour Spiral de Verda en fait c'est vraiment d'inclure les managers, en fait, de les responsabiliser un maximum, on va dire, dans les process de recrutement. Ouais, on a aussi, moi je suis tout à fait dans
cette dynamique-là aussi. Et effectivement, nous, par exemple, l'objectif premier, ça va être de féminiser déjà les équipes tech. Ouais. Et pour ça, favoriser la reconversion, c'est hyper bien. Donc, par exemple, on a trois développeuses qui sont issues des métiers marketing. On en a une qui vient des sciences sociales, une qui était en finance, qui sont passées par des formations type wagon ou autre. Et en fait, on ne peut pas se le permettre dans toutes les boîtes parce que, en tout cas, nous, ça a été le cas depuis 2 ans. On a atteint une taille critique qui fait qu'aujourd'hui, on peut les aider à monter en compétences. Voilà, je sais que je pense à l'époque Frishti, par exemple, quand on a des équipes tech vraiment beaucoup plus réduites, parfois c'est un peu compliqué. Mais dès qu'on atteint une certaine taille critique, je pense qu'on peut avoir l'accompagnement nécessaire pour se permettre d'accompagner la montée en compétences de certains profils. Et je pense que en fait, c'est juste une question de volonté en fait dans la manière dont on structure ces équipes. Trop top. Il est déjà 12h13. On va prendre une dernière question si ça vous va. Alors, on a pas répondu en partie. C'était comment on incluait la diversité, comment vous poussiez la diversité dans le recrutement. C'était la question d'Anaïs, je pense que vous y avez répondu. En revanche, il y avait une question sur entre culture et inclusion. Que penser, par exemple, des services au talent, des semaines de 4 jours, pour continuer comment on intègre ça dans la culture et est-ce que ça fait son sens ou non? Pour parler de nous, on n'a pas totalement répondu à la question et ça va être une question fil rouge, je pense, de 2021 parce que un peu comme Florie chez Meilleurs Agents, nous on avait l'habitude de se voir et même de se voir d'emmener Miro un peu dans sa vie perso un petit peu à une certaine époque, ce qui est moins vrai aujourd'hui parce que la boîte a plus de maturité, mais on constate aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens ont pris des habitudes et sur lesquelles en fait ce sera très difficile de revenir, d'autant plus qu'elles ont continué à délivrer en ayant un mode de travail qui a changé. Donc on va continuer à interroger, à se poser des questions, à regarder un petit peu les bonnes pratiques, mais je pense qu'in fine, ça restera en phase avec donc nos métiers, ce qu'on est prêt à faire et ce qu'on a envie de faire. Et je pense que ça aussi, il faut absolument inclure le top management en fait, ça s'implique à fond sur cette question-là. Et en comprenant que c'est un enjeu de rétention, de mettre les gens dans les meilleures conditions et dans ce avec quoi ils sont à l'aise. Ouais, merci. Mais écoutez, merci beaucoup. Il y a plus de questions en suspens. Ce qui est sûr, c'est que l'équipe Avisio et moi, on reste à dispo. Je m'engage un peu, mais je pense que Florie et Yann seront aussi OK pour répondre à des questions ultérieurement. Pour retracer, en tout cas, moi, ce que je retiens de ces échanges, c'est que même si 2020 a été quand même l'année de la galère, on va pas se mentir, il y a quand même des choses intéressantes sur 2021. Plein d'enjeux, plein de best practices à partager. Est-ce que vous êtes OK chacun pour une petite phrase, un dernier mot pour résumer tout ça et partir sur des bonnes bases pour 2021? Oui, écoute, moi je suis tout à fait en ligne avec la conclusion que tu viens de faire. Ah, bah ouais. On a pas mal de challenges pour l'année prochaine. Moi, je vois qu'il y a des sondages là Ouais. sur l'outil. Moi, en tout cas, je lance un appel à ceux qui voudraient échanger sur le télétravail, sur toutes les briques du télétravail, le full remote, sur le plan juridique, sur le plan flex office, voilà. Eh ben, c'est peut-être l'occasion de créer un dernier Expert Insight, un prochain dédié vraiment à cette partie-là, qui effectivement semble prendre pas mal de place dans la tête des RH et même des CEO en ce moment. On va organiser ça. Et Yann, est-ce que toi, tu as un dernier mot pour notre public? Ouais, non, mais pareil, en fait, je pense qu'on a tous des problématiques communes. Aujourd'hui, c'est de continuer à engager les gens et puis s'assurer que tout simplement que les équipes sont bien. Je sais que c'est une réflexion qu'on a actuellement. On essaye et les RH passent beaucoup de temps. Donc là-dessus, on passe beaucoup de temps. Donc là, actuellement, à faire le tour des collaborateurs.
Donc ça là-dessus, parce que ouais, effectivement, je suis à la fois demandeur, je suis demandeur en fait de bonnes pratiques en fait à ce niveau-là. Et effectivement, l'idée c'est de savoir comment on va pouvoir continuer à garder un petit peu cette culture qu'on a dans un contexte comme celui-ci. Je suis très demandeur des retours que tout le monde pourrait avoir. En tout cas, merci d'avoir partagé, vous, vos best practices. Merci aussi à tous ceux qui ont participé. Vous avez donné plein de nouvelles idées. J'ai essayé de faire le tour de toutes les questions. C'est peut-être pas le cas. Il y avait aussi, par exemple, Henri, on commence tous à connaître, qui a parlé des besoins spécifiques. Yann qui a rebondi pour les juniors. Donc, il y a pas mal de sujets encore, pas mal de choses à décanter. On est loin d'avoir fait le tour du sujet et c'est normal. On n'avait que 45 minutes. Pour autant, merci beaucoup pour pour votre temps. Merci à tous d'avoir participé jusqu'au bout et d'avoir été hyper impliqués. Vous allez tous recevoir le replay. Donc n'hésitez pas, on relaie, on organise des événements tout au fil de l'eau. No spoiler, mais d'ici 10 jours, vous aurez un event un peu différent, un expert insight où je donnerai la parole aux deux experts qui sont Henri et Maxime, les deux co-founders d'Avisio. L'idée étant de faire aussi un point d'étape sur nous, comment on vit ça de notre côté et tout un tas d'autres petites réjouissances qui arrivent dans la foulée. N'hésitez pas. Et si vous êtes DRH et que étrangement vous n'êtes pas encore tombé dans nos filets, parlons-nous parce que vous pourrez effectivement devenir un expert. J'en vois d'ailleurs plein qui commentent, mais vraiment n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous écrire et on se tient au courant très vite pour la suite des réjouissances. Merci infiniment et à très bientôt. Ouais, merci à tous. Merci. Puis bon courage pour la fin d'année. Oui, bonne